Salut la compagnie, c'est Jude Melon, et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film de Clint Eastwood. Je continue à avancer dans sa filmographie. Celui-ci sorti en 2006 est le premier volet d'un diptyque, c'est important de le préciser. Mémoire de nos pères, Flags of Our Fathers, et oui, puisque l'année d'après sortira Lettres d'Iwo Jima, que je n'ai pas encore vu. J'aurais pu me faire les deux à la suite et les évoquer dans deux vidéos, mais non, je laisse quelques jours entre les deux visionnages, peut-être volontairement, hein, je ne sais pas. C'est un métrage qui a été scénarisé par William Broyles Jr. et Paul Haggis. Ce dernier, par exemple, il avait déjà collaboré avec Eastwood sur $1 Million Baby, tandis que le premier nommé, lui, c'était avec Zemeckis qu'il avait pas mal travaillé, et également sur le Jarhead de Sam Mendes, sorti peu avant. Là, je parle de film de guerre, évidemment, puisque Mémoire de nos pères est un film de guerre et de post-guerre, quelque part, qui est adapté d'un roman écrit par l'un des protagonistes, James Bradley et Ron Powers. Flags of Our Fathers, c'est intéressant parce que le titre anglophone est plus proche d'une certaine réalité. Alors, on va se concentrer certes sur la bataille d'Iwo Jima, d'accord, mais aussi sur le fameux Raising the Flag on Iwo Jima, cette photo très célèbre, un petit peu propagande, hein, du coup, qui avait été photographiée par Joe Rosenthal. L'une des photos de guerre les plus connues de l'histoire, bien sûr, avec d'autres, notamment autour de la guerre du Vietnam, qui sont mentionnées par des narrations qui sont dans le futur de cette histoire qui se déroule évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale. Au casting, nous retrouvons alors des acteurs, pratiquement que des acteurs et des actrices aussi. Il y a Anne Dowder, par exemple, que j'ai reconnu. De jeunes acteurs à l'époque, qu'on avait vus avant, comme Ryan Phillippe, par exemple, et oui, bien loin ici de Souviens-toi l'été dernier. Nous avons aussi Alan Beach, très très important, hein. D'ailleurs c'est la meilleure performance pour moi d'acteur, qui va jouer Ira Chef Hayes, et pour cause, puisqu'il est issu d'une tribu amérindienne, Native American. Il va y avoir toute une histoire là-dessus. On reconnaîtra aussi un jeune Paul Walker, entre deux Fast and Furious, Jenny Bell aussi, après Billy Elliot. Et on va citer... Wow, on va le mettre là quand même, un peu plus âgé. Alors, Robert Patrick, oui. Mais surtout Barry Pepper, qui va faire un lien direct, malgré lui, entre ce film et Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a une scène de débarquement, d'accord, on y reviendra peut-être, je vais avoir beaucoup de choses à dire sur le film. Et parce que Spielberg coproduit ici le film. C'est pas la première fois qu'il travaille avec Clint Eastwood, il avait plus ou moins été là dans la pré-production de Sur la route de Madison, qu'il devait d'ailleurs réaliser lui-même, mais il a fait la liste de Schindler, et puis il était occupé avec beaucoup de projets à l'époque, hein, bien évidemment. Mais là, voilà, c'est presque amusant qu'il soit là, cet acteur. Bon, on va pas forcément citer tout le monde, parce que sinon on en a pour 2 heures. On va plutôt se centrer donc sur l'histoire, qui est ici narrée, alors, de certains points de vue, certes, mais de façon flashback non linéaire, avec des va-et-vient perpétuels. Eastwood l'avait déjà fait avant, notamment dans Bird, hein, sur sa autobiographie de Charlie Parker. Et c'est vrai que là, pendant plus de 2 heures, même que Eastwood rejoue certaines scènes. Voilà. Des scènes de spectacle, notamment, parce que c'est l'après-guerre qui va être le plus marqué et marquant, peut-être, d'une certaine manière, sur les thématiques. Avant, évidemment, on va se concentrer sur ce qui s'est passé sur cette île d'Iwo Jima, l'île du soufre, et où beaucoup de gens souffrent. Fatalement, ces soldats qui arrivent là et qui voient leur idéaux aussi tomber, d'une certaine manière, à l'image de ce soldat qui tombe à la mer au moment de l'arrivée et qui ne sera jamais récupéré. Bref, sur place, débarquement, souffrance, violence, tête coupée, tout ça. D'un point de vue particulier, celui donc d'un des survivants de ceux qui sont sur la photo, ou pas. C'est particulier ça aussi, parce que le film, depuis, on va dire, a mal vieilli sur un point, c'est qu'une vérité a été, on va dire, débunkée d'une certaine façon, puisque le point de vue principal, c'est celui de Joe, la doc, qui est l'infirmier, si vous voulez, local, joué par Ryan Phillippe, et en personne âgée aussi, il est là. Sauf que ça a été révélé après la sortie du film, que ce John Bradley, là, il n'était pas sur la photo. Du deuxième drapeau. Parce qu'il y a eu un premier drapeau, là oui, il y était, mais il n'y a pas eu de photo. L'idée aussi de rejouer une scène, mettre un deuxième drapeau pour avoir la photo, pour vendre du rêve aux Américains. Et ça, c'est passionnant. Parce que Eastwood, certes, il va montrer la souffrance de ses soldats,
Il va montrer l'héroïsme et le patriotisme, peut-être. Enfin, des gens qui souffrent vraiment sur le terrain, des vrais héros, mais derrière, il va aussi montrer comment l'Amérique veut construire ou déconstruit certains de ses héros. Quand je parle de déconstruction, je pense bien sûr au personnage d'Aira, donc natif américain. Et comment l'Amérique construit ou déconstruit la vérité. Et la reproduit pour la gloire et la propagande. Et c'est purement eastwoodien, c'est-à-dire que dès le début, c'est mentionné, il y a cette voix off, là, qui n'est pas celle que l'on croit en plus, parce que ça joue sur les faux semblants. Il y a le personnage de Bradley vieux et tout, qui a une attaque, etc. Mais la voix off qu'on entend, c'est celle d'un capitaine autre, qui va raconter au fils de Bradley ce qui se passe, ce qui s'est passé, ou pas, enfin, c'est censé s'être passé. Toujours faire attention. Et cette voix off le dit. N'importe quel crétin croit savoir ce qu'est la guerre, mais il n'en est rien. Il n'y a que ceux qui étaient sur place qui peuvent dire. Hein, ça va au-delà de tout manichéisme, ça va au-delà du bien et du mal, et il n'y a pas vraiment de héros et de méchants. Enfin, c'est un peu plus compliqué que cela. Et le film va nous montrer, tel que l'héroïsme, bon, oui, ça dépend comment on veut le vendre. Parce que là, c'est l'idée de le vendre. Hein. Il y a des sénateurs et tout qui clairement vont le dire, ça. Et vont être utilisés les 3 survivants, parmi les 6, et ils vont être poussés à mentir aussi, notamment sur l'un d'entre eux, dont la mère... se plaint parce qu'elle le reconnaît, son fils, mais il est dit qu'il n'était pas sur la photo. Pourtant, elle le reconnaît rien qu'avec ses fesses. Certains Harton, là, on dit que c'est un autre qui est dessus, mais pas du tout. Enfin, du coup, il y a une mère qui croit que son fils était dessus, mais pas du tout. Vérité, mensonge. Comment épargner les gens ou comment créer quelque chose de toute pièce pour faire en sorte que la population y croit. Et là, on voit la manipulation, notamment de Roosevelt, hein, oui. Roosevelt qui va mourir, d'ailleurs, à un moment, hein, c'est mentionné dans le film. Et Truman, derrière, va poursuivre cela un petit peu en mode... Hein, voilà, comme il peut. C'est passionnant de voir Eastwood qui regarde son Amérique comme ça, il l'a toujours fait. C'est-à-dire qu'il aime son pays, il a certaines valeurs et tout, on le connaît, hein, conservatrices, etc., traditionnelles, mais aussi il remet en question, notamment, les institutions. Là, il le fait pleinement et frontalement, et c'est vraiment un bel exemple. En sachant que plus tard, il fera American Sniper, sur lequel j'ai eu beaucoup plus de doutes. Je le reverrai un jour, hein, j'avais fait une vidéo à l'époque. Bon, un petit peu quand même moins, on va dire... Enfin, là, je préfère Mémoire de nos pères, hein, sur ce plan-là. Et sachant que dans American Sniper, il convoque quand même John Ford aussi, hein, de Searchers, ouverture de la prisonnière du désert, là, et bien justement, là j'y arrive maintenant, parce que j'ai envie de le dire là, c'est décousu, c'est un procédé critique. Hein. En plus je suis un peu enrhumé là, bon c'est pas grave, hein. C'est un été pourri. Au moment où j'enregistre cette vidéo en tout cas, peut-être que vous, quand vous la verrez, 15 jours après, ça sera la canicule. On sait pas trop où on en est. Vous avez vu que je suis obligé d'allumer quand même pour avoir une bonne visibilité. Bon bref, du coup, j'étais en train de dire quoi? Oui, ce film-là s'inscrit dans l'héritage de John Ford, pour plein de raisons. Déjà sur le regard évolutif envers les natifs américains, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui est très fort et qui dit une certaine vérité sur ce peuple encore ostracisé pardon, là, à cette époque, évidemment, et qui a beaucoup souffert avant. Ok. Et qui, dans cette idée de post-John Ford aussi, montre comment on imprime la légende, un print the legend. Je vous renvoie à L'homme qui tua Liberty Valance, qui est pour moi le chef-d'œuvre, un peu le sommet, si vous voulez. John Ford, bah, c'est l'idée ici. Parce que, évidemment, l'Amérique va print the legend, notamment sur ses journaux avec cette photo. Mais derrière, les gens qui sont sur cette photo, bah, c'est pas vraiment ce qu'on croit. Et surtout, cette photo, elle a été fabriquée. Enfin, on va chercher un deuxième drapeau pour prendre la photo, alors qu'il y avait déjà eu un premier drapeau avant, qui a été mis là dans le feu de l'action, et sur lequel on ne verra rien, forcément. Il n'y avait pas le photographe. Donc c'est passionnant, cette idée-là. Et après, derrière, Eastwood, il va jouer sur ses va-et-vient. Alors, c'est un peu le défaut du film, c'est qu'à un moment, il rejoue des scènes. Par exemple, celle du grand spectacle où on reproduit là, dans un stade, devant une foule en délire, le plantage de drapeau sur du papier mâché, tout est factice, quoi. Il y a une scène qui est en double, avec 2 flashbacks différents derrière. On a la construction du trauma, vu et revu, mais qui est plutôt bien géré, mais peut-être trop souligné du personnage de Bradley, qui regarde toujours derrière lui ce qui s'est passé, avec ses souvenirs à lui, racontés à ce capitaine qui raconte au fils. C'est intéressant. Les mémoires de nos pères, elles sont là, vous voyez. Bon, c'est vrai qu'après, c'est un peu lourdingue, quoi, dans cette idée. Mais il y a une volonté de transition et de transmission aussi, avec ce regard-là. D'ailleurs, il fait jouer un de ses fils, Clint Eastwood, il fait jouer Scott, et Kyle va aider à la composition de la bande originale, qui est faite par Clint Eastwood. D'ailleurs, au début, on entend une personne un peu âgée chanter a cappella, je pense que c'est Clint Eastwood lui-même. J'ai pas vérifié, mais ce serait logique, du coup.
Bon, moment de guitare un peu pincée et tout, quand il y a une scène très post-western, quand le personnage natif américain va dire une vérité, ça c'est du pur Eastwood. D'ailleurs, il y a des scènes tellement pur Eastwood, juste avant John Fordienne potentiellement, autour du personnage natif américain, cette scène-là que j'ai mentionnée, où une autre, il va se faire prendre en photo sur la route, là, alors qu'il travaille dans un champ. C'est une photo d'ailleurs, enfin, c'est quelque chose éco-post, Grande Dépression, hein, les gens sur la route, tout ça. Il y a plein de trucs intéressants là-dessus. Hein, rappelez-vous aussi en Keaton Man, beaucoup de trucs, ou oui, si vous voulez, un monde parfait aussi. C'est vraiment un cinéma eastwoodien absolu, là, si vous avez vu tous ces films avant, ce qui est mon cas, là, du coup, là, parce que j'avance, et maintenant, j'en ai encore quelques-uns à découvrir après, hein. Mais c'est passionnant de voir ça. Mais après, bon, ce qui est passionnant, c'est pas forcément les redites et où on rejoue les scènes, etc., ou les moments de débarquement, où, oui, Saving Private Ryan, oui, mais on le montre avec une autre vision, c'est-à-dire une photographie beaucoup plus terne, beaucoup plus sombre, volontairement, le point de vue aussi de ceux qui sont cachés en embuscade, donc les Japonais dont on ne verra rien, à part un moment là, qui se fait tuer. Mais attention, vous voyez ceci comme le premier volet d'un diptyque, puisque le deuxième sera totalement du point de vue japonais. Là-dessus, ok. Je sais qu'il y a eu une polémique autour de la non-représentation d'Afro-Américains sur place, alors qu'il y en avait parmi ces militaires, et Spike Lee avait gueulé, mais bon, après, apparemment, c'est parce que dans le roman, il ne mentionne pas, donc bon, c'est un peu complexe. Il y a eu une petite bisbille entre Eastwood et Spike Lee, je ne sais pas si ça s'est réglé par la suite. Mais bon, peu importe. Il y a cette idée donc de regard sur le passé, de cette photo qui en dit long, mais qui en fait n'est pas vérité, et la vérité est ailleurs. Même s'il y a une première vérité de ce plantage de drapeau, même s'il y a des héros et des soldats derrière qui vont vraiment souffrir. Et qui sont les héros? Ceux qui sont revenus ou ceux qui sont restés? Et là, le personnage de Bradley, il le dit clairement, bon, il ne se considère pas comme un héros. Il y a le personnage donc, du natif américain qui, lui, pour le coup, a voulu, quelque part, il a voulu être sur la photo, bon, mais parce qu'on le sent par son héritage qu'il veut peut-être porter un autre drapeau, lui, de sa communauté. À un moment, on le voit devant un congrès natif américain, en promettant peut-être un monde meilleur par la suite, c'est faux, y compris pour lui. Je ne dis pas ce qui se passe autour de lui, mais l'alcoolisme, par exemple, autour de ce personnage, qui est d'ailleurs décrié pour cela par les grands pontes américains, hein, où il y a du racisme absolu, mais en n'oubliant pas une chose, le film ne le montre peut-être pas, mais il le dit en sous-jacence, il faut le savoir en fait, c'est que si l'alcoolisme a fait des dégâts chez les natifs américains, c'est bien parce que c'est le poison blanc qui leur a été inculqué, parce que ça a été un gros problème ça. Sachant que beaucoup de natifs américains, génétiquement parlant, c'est comme ça, pour eux c'est un poison ultime l'alcool. Voilà, donc là évidemment c'est ce qui se passe aussi. Donc il y a ce focus sur le personnage Aira est fort, d'ailleurs Adam Beach vraiment implacable et irréprochable dans sa prestation. On voit qu'il donne beaucoup de lui parce que c'est un acteur qui s'est beaucoup engagé pour ses combats autour de ses communautés. Voilà, les diverses communautés natives américaines. Et voilà, après le retour sur le champ de bataille, c'est pas ça qui me passionne le plus. Moi, ce que j'ai préféré, c'est la construction de la camaraderie. Donc oui, on est un peu dans faut sauver le soldat Ryan, et très vite comment ça se déconstruit. Déjà, il y a du racisme un peu latent envers les Japonais, peut-être. Il y a des clichés perpétuels envers donc, le natif américain, pas que les grands pontes ensuite. Hein. Ah, vous n'avez pas pris un tomahawk sur le champ de bataille? Ah non, non. Voilà. Bon bref, Sitting Bull, non, pas de Sitting Bull, c'est pas la même tribu, enfin, il y a tout un délire là-dessus, hein, c'est en fil rouge. Et après, le film est très bien pour ce qu'il va dire sur, quand même, cet héroïsme factice pour gonfler le patriotisme américain, avec cette idée du grand divertissement autour. Voilà, par les médias, par les reconstitutions, et alors, il faut porter la bonne parole, sinon tu es dégagé, hein. Voilà, en plus si t'es natif américain, comme ce personnage-là, etc. Mais bon, c'est amusant de savoir qu'après coup, en fait, de ces trois-là qui ont survécu et qui étaient soi-disant sur la photo, il n'y en a qu'un. Voilà. L'autre, il était ni sur le premier plantage de drapeau, ni sur le second, là, René, le personnage de René, qui n'est pas forcément le plus sympathique des trois, d'ailleurs, justement, cette idée, c'est intéressant. Mais quand Eastwood a fait le film à l'époque, à travers le roman, donc qui contient forcément des mensonges, ce roman, fatalement, il ne le savait pas. Mais le seul qui était là, vraiment, ça renforce le propos du film, en fait. C'est le personnage d'origine native américaine. Voilà. Et ça, finalement, avec le recul, bon, chacun son destin et tout, sur ce qui s'est passé après, hein, ce qu'ils ont vécu en tant que vétérans de guerre, des vétérans pas forcément chouchoutés par les institutions, au final, une fois que la gloriole et l'héroïsme est mis en place, en fait, derrière, ils sont un peu abandonnés, et ça, Eastwood, il le montre, et il le surligne parce que ça le choque.
Et derrière, voilà, c'est un film à voir. Et c'est intéressant parce que Eastwood, c'est pas la première fois, évidemment, qu'il se revendique de l'héritage John Ford. Il le fera encore après, donc je le disais avec American Sniper, il a fait avant, entre autres, avec ses westerns, notamment et certainement Impitoyable, même si celui-ci, c'est aussi l'héritage de Peckinpah. Donc ce film-là, Mémoire de nos pères, est très important à voir pour cela. Dans la construction enfin, dans l'aboutissement à l'époque d'un Eastwood qui commençait déjà à avoir un certain âge, qui arrivait en se disant chaque film peut être mon dernier au final. Oui, c'était nécessaire. Et ça sera très intéressant de voir ce qu'il va faire du côté point de vue japonais. Alors je ne sais pas comment encore il a été fait, parce que je ne sais que c'est un film qui est vraiment avec que des acteurs japonais, en langue japonaise et tout. J'imagine qu'il doit y avoir du scénariste, ou du moins du consultant japonais pour l'aider, parce que sinon Eastwood il ne sait pas de quoi il parle, donc j'imagine qu'il sait de quoi il parle, donc il s'est entouré. Je ne sais pas, je verrai bien. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il écorne un peu l'Amérique, tout en disant que les vrais héros, hein, voilà, il faut quand même ne pas les oublier. Ah oui, c'est du Eastwood, entre deux, quoi, surtout à cette époque. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, qui imprime une certaine légende, donc la légende de la propagande et tout, mais derrière Eastwood remet les choses en place d'une certaine façon. J'attends votre commentaire avec grand intérêt, grande impatience, et je vous dis à la prochaine. Ciao!